Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez ce programme sur La Voix de l'Amérique. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Kevin Lumbila. Monsieur Kevin Lumbila est un fonctionnaire de la Banque africaine de développement, mais avant, il a travaillé pour la Banque mondiale. Alors ici, il va répondre à quelques questions que nous allons lui poser en rapport avec la situation sociale et économique en République démocratique du Congo. Nous vous saluons, messieurs. Merci, Monsieur Bolamba. Je voulais juste dire ici, j'interviens comme citoyen congolais, donc je n'engage pas une quelconque institution pour laquelle j'ai travaillé aujourd'hui ou j'ai travaillé dans le passé. C'est prudent de votre part, Monsieur Kevin Lumbila. La première question, pendant que nous enregistrons ce programme, vous voyez le monde entier est témoin pratiquement d'une situation humanitaire sans précédent qui se déroule en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, Monsieur Kevin, votre lecture par rapport à cette situation humanitaire et que faire? Je dois d'abord dire que nous, peuple congolais, nous sommes meurtris. Nous voyons ce qui se passe dans notre pays et cette situation est intolérable. Et je voulais prendre cette occasion pour dire un mot de compassion à notre peuple et un mot de courage parce que ceci prendra fin un jour, parce qu'un peuple déterminé, comme il se bat, devrait toujours arriver à la victoire. Et aux autorités publiques, notamment le chef de l'État, de continuer à faire le bon travail au service du peuple congolais. Et je crois que faire, comme vous avez demandé comme question, moi je crois que le peuple doit rester déterminé. Il est chez lui, il se bat pour sa survie. Et nous sommes tous choqués. Et les dirigeants ici, je crois que doivent faire le nécessaire pour que nous sortir de cette situation. C'est très important. Nous venons d'avoir les élections. Peut-être on devrait commencer par là. Moi, je vais dire un mot sur les élections. C'est vraiment très important. Les élections en soi, déjà, dans notre pays, on a remarqué qu'il y avait comme des forces ennemies qui ne voulaient même pas, qui ne souhaitaient même pas que ces élections aient eu lieu. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça d'abord? Il y a eu beaucoup de défis. Défis logistiques, défis financiers. Ici, je crois qu'on doit saluer le gouvernement de la République d'avoir relevé tous ces défis. Et, dans un pays immense comme celui-là, à faire des élections que nous avons suivies d'ailleurs, nous tous, aujourd'hui, avec l'aide de la technologie, nous avons suivi presque en direct ces élections. Nous avons vu comment notre peuple s'est mobilisé. Mais on suivait aussi les doutes qui sortaient de partout, que peut-être ces élections n'auront pas lieu. Moi, je voudrais nous féliciter, nous, peuple congolais et nos dirigeants, d'avoir tenu à ces défis-là. Pouvoir organiser déjà les élections, c'est une victoire en soi. Yes. Parce que vous parlez des élections, les élections se sont tenues en République démocratique du Congo. Vous connaissez la situation, dans un contexte pratiquement des conflits, dans un contexte de crise, et qu'il y a des parties de la République démocratique du Congo où les élections n'ont pas eu lieu. Vous connaissez toute cette situation, notamment dans la partie est de la République, même à Kwamut. Alors, comment est-ce que vous avez suivi cela? Est-ce que vous pensez que les élections en soi étaient une solution à la crise que traverse la RDC? Oui, parce que là, je crois qu'il y avait un piège qu'il fallait identifier. Vous imaginez que les élections n'aient pas lieu dans ce pays, donc on aurait une crise sécuritaire, déjà qui existe depuis des années. Ajouter à cela une crise politique, de légitimité politique. C'était ça le piège. C'est pourquoi je crois que toutes ces forces ennemies à notre pays ne voulaient pas qu'il y ait ces élections. Ces élections ont eu lieu. Nous sommes ici dans le pays de l'oncle Sam. Nous savons que toutes les élections, après 200 ans de démocratie, ne sont pas parfaites. Et pour un pays comme le nôtre, un pays continent, agressé, qui a été géré d'une certaine façon, que les institutions sont faibles,
il est tout à fait normal que sur certaines localités, qu'on puisse avoir ces problèmes. C'est malheureux. Parce que ouais, c'est vous malheureux. parlez, oui, c'est malheureux, yes, continuez. Oui, mais ça, c'est la réalité. Mais la tendance générale, je voulais dire, par exemple, ici, comme on a commencé sur les élections, on a vu presque en direct comment notre peuple se mobilisait par rapport à ces élections. Et ici, les politiciens, il faut les féliciter, il y avait un groupe du chef de l'État et les groupes de l'opposition qui se sont coalisés sur des partis politiques, des leaders très clairs. Et on a vu, aujourd'hui, si on dit que le président de la République a été élu à plus de 80%, moi je serais d'accord. Parce que j'ai vu, voilà, plus de 73%. Ouais, parce qu'on a vu la mobilisation, on a vu notre peuple. Le peuple a posé des questions très sérieuses. Et le président de la République, je crois qu'il est conscient de ça, il a vu ces plébiscites, mais qui est accompagné des attentes. Alors des attentes très élevées par rapport à la suite. Parce que vous avez parlé des ennemis, des forces des ennemis qui pouvaient bien, voyez, empêcher tous les processus électoraux en RDC. Vous faites allusion à quoi? Bien à qui? Oui, et ici, c'est clair, hein, nous subissons une attaque qui vient du Rwanda, ça c'est clair. Et le chef de l'État l'a dit, notre gouvernement a été clair, elle a posé les problèmes au niveau international. Nous devons ici saluer la position américaine qui consiste à condamner tout soutien aux groupes armés qui sont en train de faire de massacres dans notre pays. Ça a été dit par le gouvernement américain. Nous apprécions cela. Nous voulons beaucoup plus parce qu'en ce moment où nous parlons, notre peuple, une bonne partie dort dehors. Ils sont dehors sur les intempéries. Et ce n'est pas une situation acceptable. La situation humanitaire, parce qu'on en a déjà parlé, évidemment, nous avons vu la mobilisation internationale aussi pour essayer d'apporter de l'aide en République démocratique du Congo par rapport à cette situation, bien que l'accès même à cette aide est difficile avec les groupes armés qui essayent un peu de créer beaucoup de désolation, mais aussi le combat entre les FARDC et les groupes armés. Mais la deuxième question, si on peut passer à la question en rapport avec le niveau de pauvreté en République démocratique du Congo, qui est vraiment pratiquement alarmant, alors que le pays dispose de beaucoup de richesses, comme vous connaissez, vous n'êtes pas quelqu'un à démontrer. Mais pourquoi la plupart des habitants de la République démocratique du Congo ne profitent pas des richesses de la RDC? Justement, ça on vient de parler d'une des causes, c'est l'insécurité. Parce que moi, comme vous le savez, peut-être on reviendra à cela, j'ai eu l'occasion, après avoir étudié tout le temps à l'extérieur, 2 ans à l'UNIKIN, et puis pour mon master en Belgique et à Namur à Louvain, et puis je suis venu ici pour le doctorat ici à Downtown, Washington DC, à l'université American University. J'ai eu la possibilité de travailler dans notre pays. Sur concours d'ailleurs, j'ai été nommé DG pour le GEDEP. On y reviendra. Nous allons en parler, yes. Voilà. Et à chaque fois, les témoignages que moi je peux voir, comme j'assistais à certaines réunions qu'on appelle des troïkas, ou sur lesquelles on arbitrait sur les dépenses, on pouvait voir que toutes les dépenses allaient vers la sécurité. Et la plupart des temps, question de gouvernance, ces ressources-là n'étaient pas bien utilisées pour l'armée. Donc il y a, comme j'ai parlé des forces ennemies, il y a une volonté de déstabiliser la RDC, une certaine théorie du chaos. On doit avoir le chaos au Congo pour démontrer que les Congolais sont incapables de gérer leur pays. Et dans ces conditions-là, c'est difficile de faire du développement. Voilà pourquoi les Congolais sont pauvres, parce qu'il y a une instabilité qui est là. Et aussi, on ne peut pas se cacher, il y a des causes qui sont les nôtres. La question de la mauvaise gouvernance. Quels sont les éléments que vous pouvez présenter qui prouvent que les Congolais ont en main leur destin? C'est-à-dire qu'ils sont capables non seulement de gérer leur pays, mais de gouverner, de gérer leur pays dans la sécurité, la quiétude aussi. Moi, je crois que pour vous poser une bonne question, aujourd'hui, moi, je crois que les Congolais sont là, au pays, en grand nombre. Pour avoir travaillé là-bas, je sais, dans mon domaine économique, qu'on a de très bons éléments qui comprennent bien comment gérer une économie. Mais la plupart de ces gens-là ne viennent pas
au devant de la scène pour une question politique. C'est une très bonne question parce que vous savez souvent, à part ces questions de sécurité qui dérangent, quand je parle de la question de la gouvernance, souvent notre pays est pris en otage par les politiciens. On parle de la corruption souvent. On parle de la corruption et cette corruption couvre bien parce qu'il y a certains éléments. Notre système politique ne s'apprête pas bien au développement économique. Lorsque vous avez combien 1000 partis politiques, et puis ces partis, c'est des partis à base familiale ou tribale, vous ne pouvez pas bien gérer le pays dans ce sens-là. Donc oui, nous avons des éléments, nous avons des ressources humaines qui peuvent bien gérer, mais le système politique qui est sur place, à mon avis, n'est pas compatible avec le développement économique. Nous allons d'ailleurs y revenir, mais vous êtes un ancien de la Banque mondiale, comme nous l'avons signalé au début de l'émission, et vous avez même travaillé comme le directeur général de l'OGDEP. Comment êtes-vous arrivé quand même à l'annulation de la dette de la République démocratique du Congo? Alors là, ça c'est une belle histoire, mais en même temps qui a certains écueils sur lesquels je voulais m'attarder. Oui, j'ai travaillé pendant 12 ans à la Banque mondiale. Donc moi, toutes les études, j'ai fait ailleurs et j'ai commencé à travailler aussi à l'étranger. Donc il y avait dans moi un genre une soif de travailler pour mon pays. Travailler pour mon pays, un peu comme les léopards. Hein. Vous voyez, les léopards aujourd'hui, les joueurs peuvent être dans des ligues, première ligue en Angleterre, la meilleure ligue, mais jouer pour sa propre équipe nationale est toujours très intéressant. J'avais cette soif-là de travailler un jour dans mon pays. Donc je suis allé d'abord comme directeur de cabinet, grâce à certains amis, au ministère des Petites et Moyennes Entreprises Microfinance. Et pendant que j'étais là, le gouvernement avait proposé un test, un mécanisme de compétition pour les directeurs généraux, les PDG à l'époque. Ayant évolué dans un pays comme celui-ci où tout travail, on les gagne par compétition, j'ai naturellement appliqué, comme on l'a dit, candidaté. Et c'était une bonne expérience. J'ai été retenu pour être DG de l'Office général de la dette. C'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Et j'ai passé 3 ans, c'est un moment historique pour moi, une expérience très très enrichissante parce que je suis venu par concours. Je ne connaissais personne dans ce monde politique. Je crois que c'était la volonté de Madame la ministre de l'époque, Mabunda, qui avait organisé un concours pour les DG. Donc voilà comment moi j'ai atterri dans ce système qui était un système politique. Mais quel a été le travail essentiel de l'OGDEP? Le travail essentiel, c'était un moment historique où il fallait alléger notre dette. Et notre dette, c'était un record africain, après le Nigeria, c'était à peu près 15 milliards de dollars. Ah, exactement. Voilà, c'était le montant. Il fallait l'alléger jusqu'à 2 milliards de dollars. Et nous avons fait ce travail de longue haleine. Et je peux vous dire qu'ici, c'est aussi l'occasion de rappeler que ce travail-là n'était pas centré seulement sur la dette, c'était un travail de réforme qui touchait plusieurs domaines. Et après le point d'achèvement de la dette, on avait déjà accompli un certain degré de réformes qui balisaient les chemins pour une bonne croissance. Et je peux vous dire que cette question de la dette et le point d'achèvement, c'est l'enfant qui a plusieurs parents. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous allez... suivez l'actualité chez nous, toute l'histoire économique, vous allez voir que ce soit les ministres, que ce soit les premiers ministres de l'époque, tous s'approprient la paternité de cette réalisation. Et vous, personnellement, est-ce que vous vous retrouvez dans tout cela? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Je crois que nous le disons ici en Amérique. Là, vous êtes en face de celui qui devrait être considéré comme le père du point d'achèvement. Vous? Moi, personnellement, avec mon staff de l'OGDEP. Je voulais profiter de cette exclusivité dans votre émission pour saluer
c'est personnel de l'OGEDEP, un personnel compétent avec qui j'ai travaillé, des cadres très compétents avec qui on a travaillé pendant plusieurs mois. Je me rappelle que j'ai motivé ces staffs-là, des gens très compétents, comme je l'ai dit, de venir même samedi, dimanche pour travailler pour les pays. Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme travail et avez-vous pu diminuer la dette de la RDC jusqu'à 2 milliards, comme vous avez dit? Voilà. Et essentiellement, le travail de la dette, c'est gérer une base de données. Et à l'époque, pour la RDC, c'était quelques 600 contrats de dette. Et chaque contrat de dette, on doit le savoir, c'est plusieurs éléments, les montants, les conditions, taux d'intérêt, maturité, conditions de paiement. Et tout ça, c'est une gestion qui est assez compliquée. Et avant d'arriver à l'allègement, vous devez vous entretenir et convenir avec les créanciers. Et à l'époque, les créanciers bilatéraux étaient représentés par le Club de Paris. Donc, on devait travailler beaucoup avec le Club de Paris et les multilatéraux par les institutions de Bretton Woods, les Fonds monétaires et la Banque mondiale. Donc, c'est ce travail-là minutieux de savoir qu'est-ce qu'on doit, à qui, comment et combien en termes de montant. Donc, réconcilier cette dette-là, nous avons dû avoir les services du fonds au sein de l'OGEDEP, logés chez nous à l'OGEDEP à Kinshasa pour faire ce travail technique. Et c'est le travail que nous, on a fait. Ce n'était pas un travail théorique, parce que la question qui pourra suivre, c'est en quoi est-ce que cette annulation de la dette a profité aux Congolais? L'annulation, vous allez suivre en même temps que nous négocions cette annulation, c'est le moment aussi où on fait quelque chose, on s'engage, puisque l'annulation de la dette, lorsque vous êtes arrivé dans une crise de dette, le problème se trouve au niveau de votre capacité de chercher d'autres moyens. La dette, comme les 15 milliards, on pourrait la qualifier comme des dettes mortes. C'est-à-dire que les capitaux n'existaient pas. Pour la plupart des temps, ont été mal affectés, mal gérés. Et dans les 15 milliards, si vous cherchez très bien, il y aurait peut-être 3 milliards d'engagements directs. Les restes, c'était les conséquences de la mauvaise gestion. Si on a le temps, on peut discuter de cela. Et lorsque vous annulez votre dette, vous créez un espace. Parce que lorsque vous êtes en crise de dette, vous ne pouvez plus avoir accès à des nouveaux capitaux, à des capitaux frais. Donc, vous bloquez votre pays en termes d'investissement. Vous bloquez l'économie du pays. L'économie du pays, parce que vous ne pouvez pas emprunter. Que ce soit sur le marché national, qui est déjà moins développé, au niveau international surtout. Vous ne pouvez pas emprunter. Et en ce moment-là, donc, ce travail consistait à nettoyer devant notre cour et pour avoir de l'espace budgétaire, de l'espace de la dette pour pouvoir s'engager sur une nouvelle dette. C'est dans ce contexte-là que les contrats chinois est intervenu. Oh, comment vous vous retrouvez vous-même, parce que vous considérez que vous avez fait un travail de titan pour arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, comment est-ce que vous considérez vous-même en regardant ce qui se passe actuellement par rapport au travail que vous avez abattu? D'abord, moi, pour le travail que j'ai abattu, j'ai un problème, je dirais, personnel. Et j'espère qu'on va arriver à ce stade. Je suis content que je parle aujourd'hui, parce que le chef d'État va passer ici dans un exercice de choix, de sélection de ses collaborateurs. C'est très important. Et hier, par exemple, j'ai entendu le chef d'État parler, dire qu'il a en idée de pouvoir dépolitiser la nomination de DG. C'est très important. Ça a déjà été fait par le ministère de portefeuille en 2007. Vous parlez du président Félix Tshisekedi qui était en conférence de presse avec des journalistes. Des journalistes, ouais. Okay. Moi, je crois que c'est toute la gestion économique, au niveau même des ministres, qu'il faut faire ce travail-là de dépolitisation. Pourquoi ne pas avoir un gouvernement de technocrates? Pourquoi ne pas avoir juste 15 ministres? Et veiller à ce que ce sont des gens qui connaissent les sujets. Vous pensez que cette approche-là pourrait changer les choses au pays? Pourrait pourrait contribuer à ce que nous puissions avoir des résultats concrets. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de ministres technocrates.
je connais qui font un très bon travail, comme le ministre des Finances, qui a démontré ses capacités de multiplier par plus de 200% le budget de l'État. Voilà un ministre modèle comme celui de la fonction publique qui fait des réformes alors intéressantes. Je dirais la même chose au niveau de l'armée, quand je vois M. Jean-Pierre Bemba Baïmoto, le travail qu'il est en train de faire pour les services de sécurité. Donc dans ces gouvernements, Sama Lukonde lui-même, je crois qu'il s'est comporté comme un bon Premier ministre avec une bonne équipe. Yes, et parce que dans notre passé, on a vu des Premiers ministres qui, le problème c'était de se distinguer par des signes vestimentaires, des dépenses, et qui sont même en procès aujourd'hui sur leur gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Kevin Lumila, vous pouvez vous réjouir de la façon dont les choses se gèrent actuellement en République démocratique du Congo avec la situation économique de l'heure? Moi, je dirais, en tant qu'économiste et quelqu'un qui a travaillé longtemps sur les finances publiques, je veux dire, en finances publiques, c'est très simple. Mobiliser beaucoup, mobiliser plus et dépenser mieux. C'est que ce gouvernement a fait, d'un budget de 4 milliards, arriver à parler de 16 milliards, c'est un très bel effort. Notre programme avec les fonds monétaires, inviter cette institution dont nous sommes membres, de venir être témoin de ce que nous faisons, avec autant de revues, plus de 5 revues qui sont satisfaisantes, ça, coup de chapeau, ça c'est très bien. Mais sur les recettes, par exemple, c'est un bel effort qui a été fait, mais c'est que je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que pour notre pays, on pourrait se comparer à d'autres pays. Moi, au niveau de l'institution où je suis, je gère 3 régions, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Il y a des pays comme l'Égypte auxquels on peut se comparer par rapport à nos ressources, qui sont à 100 milliards de dollars. Donc, je dirais notre possibilité, la frontière des possibilités de mobilisation des recettes est encore large. Il faudra vraiment faire des efforts, des réformes importantes pour augmenter ces budgets à la hauteur de nos besoins. L'on est parti de 4 milliards à 16 milliards, mais aujourd'hui, un bel effort, bien sûr, mais comment ça ne se sent pas dans le panier de la ménagère, par exemple? La population ne sent pas encore ça. Vous pensez que c'est le moment où la population pouvait se dire que, écoutez, c'est le moment quand même de jouir de ce que nous avons comme ressources? Je crois qu'il faut bien regarder d'où on vient. Je suis content que vous remarquiez qu'on vient de 4 milliards. Et on va à plus de 10 Parfois, on milliards. se pose des questions si ce n'est que théorique, ou bien c'est politique, ou bien ce sont des chiffres, des vrais chiffres, c'est vraiment l'argent que nous avons. C'était théorique dans le régime passé quand on parlait de cadrage, parce que là, on ne comprenait rien de ce que c'est les cadrages. Cadrage microéconomique, cadrage Bon, macroéconomique. moi, j'ai personnellement passé ma vie à Washington à créer de tels mots, ce sont des buzz qui n'ont rien à voir. Mais lorsque on touche au salaire de fonctionnaires, y compris les militaires, il y a un effort important qui a été fait. Lorsqu'on touche à des programmes, parce qu'en termes de pauvreté, vous avez posé bien la question sur l'impact sur la pauvreté, est-ce qu'on sent ces changements budgétaires dans les paniers de la ménagère? Il n'y a pas en fait, l'économie ne bouge pas, il n'y a pas d'emploi, il y a des écoles à peine construites ou presque pas, des hôpitaux difficiles à trouver, les routes, n'en parlons pas, c'est-à-dire des infrastructures un peu qui ne fonctionnent pas normalement. On doit être juste et aussi réaliste. Moi, je parlais de certains mouvements dans l'augmentation de salaire au niveau des fonctionnaires. Ce n'est pas suffisant, mais l'effort est là. Et l'accès à l'enseignement, à l'école, c'est quelque chose de très, très important. Comme économiste qui travaille sur le terrain dans plusieurs pays, souvent nous parlons aux citoyens lambda. Je peux vous dire que la gratuité de l'enseignement aide beaucoup. Moi, je tiens des témoignages de chauffeurs de taxi ou quelqu'un qui payait $300 sur l'année pour ses enfants,
peut affecter cet argent. C'est un témoignage direct que j'ai Nous allons encore recueilli. d'ailleurs en reparler. Vous Ouais. savez, en République démocratique du Congo, l'on parle aussi les taux de croissance dits robustes qui sont pratiquement prévus à plus de 6%, 6,7% en 2023 et estimés à 7,2% en 2024. Votre lecture de ces chiffres et surtout comment mesurer leur impact par rapport à la vie du Congolais moyen? Oui, c'est ici, l'économie peut être complexe, mais c'est très simple. L'économie, c'est comment vous créez un gâteau et comment vous le distribuez. Donc quand on parle de 6%, 7% de croissance, c'est bien réel. Mais ça dépend maintenant, l'impact dépend maintenant de la structure de notre économie. Vous n'êtes pas sans savoir que notre économie est basée sur les secteurs miniers. Et ces secteurs miniers n'emploient pas suffisamment de gens parce que c'est un système, un secteur qui dépend beaucoup plus de la technologie. Donc quand vous produisez un gâteau, vous êtes au four, vous êtes à la cuisine, on dit que l'employé d'un hôtel mange à l'hôtel, vous contribuez à produire un gâteau, vous en bénéficiez. Donc c'est la main-d'œuvre, c'est les capitales. Et le reste, c'est la distribution. Alors, les secteurs sont tels qu'il n'y a pas assez de diversification de l'économie. On dépend de ces secteurs qui lui, n'a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et la question de la distribution maintenant, c'est combien nous tirons de ces secteurs. C'est là où la question de la gouvernance arrive. Et ici, on ne doit pas se cacher, il y a un grand défi de gouvernance dans notre pays. Un grand défi, un déficit même. Ah oui, de gouvernance. Et vous allez remarquer que le chef d'État, dès qu'il est arrivé, il a ce qu'il faut applaudir. Il a associé l'IGF à ce travail de contrôle budgétaire. Comment vous trouvez le travail de l'IGF? À féliciter, on doit l'applaudir. Pour le travail de contrôle budgétaire, il fait ce qui doit être fait. Les restes sur lesquels nous avons des problèmes, c'est que la justice doit suivre. La justice doit suivre pour éclairer. Pour éclairer et situer les responsabilités. Et surtout, au niveau international, il y a un grand effort lorsqu'on regarde les capitaux à cause de la corruption qui sortent du pays à cause de ces problèmes-là sont très importants. Il est important non seulement lorsque l'IGF a fait le travail, que la justice, très rapidement, parce qu'en économie, la question du temps et l'opportunité de faire quelque chose est très important. Il faut que la justice puisse situer rapidement les responsabilités. Plus important encore, et permettre à l'État de recouvrer de ses fonds pour le bien-être social. Ça, c'est les défis. Parce que vous parlez de la justice et vous avez écouté le président de la République, Félix Tshisekedi, en train de regretter que le système judiciaire dans son propre pays ne fonctionne pas normalement. Votre réaction? Oui, comme tous les Congolais, il a été réélu avec beaucoup de confiance parce qu'il présentait une très bonne candidature. Et c'est que, pour faire une parenthèse, c'est que nous avons aimé en tant qu'il a placé les souverains primaires à sa place en disant si vous me donnez les suffrages. C'est le candidat qui était le plus humble et qui est venu devant les souverains premiers pour demander ces suffrages. Et le souverain premier a fait cette offre-là au président avec beaucoup d'attentes, dont celle-là. Moi, je crois que cette mandature est pour moi la mandature de toutes les ruptures. Il faudrait que le président change la manière de gouverner. Ici, c'est le magistrat suprême. Il a parlé de cette justice. On attend de lui comme peuple des changements radicaux pour que, sur la question des détournements, par exemple, on parle des grands procès comme Bukangalozo. On connaît les gens qui ont gérer ces projets. Qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement de la RDC de faire par rapport à ça? Le gouvernement n'a rien à faire, le gouvernement courant, mais le système judiciaire devrait aller au fond du dossier très rapidement, situer les responsabilités et surtout demander aux gens qui étaient impliqués parce que nous n'avons ni les maïs qui étaient ou tous les produits à transformer ni l'argent. Il faut au moins qu'on nous retrace
où est passé l'argent et que l'État congolais puisse recouvrer cet argent. Imaginez 300 millions de dollars pour affecter à la modernisation des camps militaires, la construction, modernisation. Qu'est-ce que ça peut faire comme un impact? Et sur le moral de nos troupes. Il y a plusieurs dossiers comme ça qui sont restés sans jugement. Et moi, je crois que c'est important. Monsieur Kevin Lumbila, vous savez, sur le plan social, la République démocratique du Congo se classe au 164e rang sur 174e pays selon l'indice du capital humain. Là, nous sommes en 2020. Comment vous évaluez les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo dans ce domaine précis? Je crois que la réaction déjà du gouvernement de rendre l'accès à l'éducation de base est une bonne réponse. Parce qu'un des problèmes, c'était l'accès. Lorsque vous êtes pauvre dans ce pays, certains enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Avec ces programmes, on nous parle de plus de 5 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école. Ça, c'est une bonne chose. Et le deuxième chantier à ce niveau-là, c'est la qualité, travailler sur la qualité. C'est pourquoi on ne peut pas se permettre d'avoir la mauvaise gestion en ce qui concerne les services publics. Il est très important que tout franc, tout dollar puisse compter dans les services publics. Nous avons les ressources dans notre équation, des ressources abondantes. Pour avoir le développement, il faut quelque chose. Il faut quoi? C'est la bonne gouvernance. Donc, les ressources plus bonne gouvernance égale développement. C'est très simple. Donc, au niveau de la bonne gouvernance, et c'est ainsi que moi je suis motivé à faire cette interview, parce que ce qui va se passer là, on voit les gens défiler chez l'informateur pour chercher à être considérés dans cette majorité. Oui, pour les hommes politiques, c'est quelque chose de bien et tout à fait normal. Et pour l'UDPS, qui a remporté les élections avec tous les autres partis mosaïques, c'est un bon signe d'ouverture. Mais en RDC, on a un problème d'hommes. On a un problème d'hommes. Vous reconnaissez cela au moins? Ouais, sérieux. Il faut qu'on fasse attention. Ces structures, la majorité présidentielle ne devait pas être une blanchisserie pour amener certains opposants à venir et se blanchir et ne pas répondre de leur forfait sur la gestion économique. Ça, c'est très important. Yeah. Parce que nous nous approchons pratiquement de la fin de cette émission. Peut-être que dire, parce que vous parlez un peu de l'importance d'investir un peu dans l'humain en République démocratique du Congo, et vous avez relevé un certain nombre de théories, notamment sur la bonne gouvernance, des théories qui ont développé depuis un certain nombre de temps. Mais pourquoi ça n'a pas d'effet dans le chef de la gestion, bien de la gouvernance en République démocratique du Congo? Moi, je crois que on a commencé par dénoncer notre système politique. Et c'est pourquoi je crois que cette émission est opportune, parce que lorsque vous choisissez le système politique tel qu'il est, établi en RDC, je l'ai dit encore, n'est pas compatible avec la question du développement. On n'aura pas d'effet tant que les gens viendront dans une organisation politique comme une blanchisserie. Une blanchisserie pour avoir l'opportunité de ne pas être poursuivi sur les affaires. Ça, c'est un problème. Donc, tant que la sélection, les critères de sélection ne sont pas basés sur l'intégrité, sur l'expérience, sur les suivis, évaluations et les sanctions, on n'aura pas d'effet. Parce que c'est très simple, comme on a dit, l'économie, produire un gâteau, distribuer, et vous avez les développements, s'il y a la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance démontre que les critères de sélection, c'est pourquoi je parlais d'un mandat, ce deuxième mandat pour les chefs de l'État, qui est un mandat de toutes les ruptures. Il faudrait rompre avec les choix des animateurs des institutions publiques qui sont basés sur la politique seulement. Il faudrait essayer de dépolitiser notre système.
Moi, je suis un témoignage vivant, pour peut-être terminer sur ce point. Je suis allé et je me suis retrouvé à gérer une des institutions importantes du pays, qui est l'institution qui gère les financements. Mais je vous dis, la fin de cet exercice a tourné très mal parce qu'il y avait des politiciens qui m'en voulaient. Tout simplement, aujourd'hui, je suis en procès avec un ancien Premier ministre qui s'appelle Matata, qui a osé mettre mon nom dans un livre, son livre qui est censé être un livre mémoire, mais où, je suis désolé, il raconte de contre-vérités. Vous voyez, donc, dans un pays comme ça, un Premier ministre, un ancien Premier ministre, se permet de dire des contre-vérités sur un cadre qui a fait, alors, de manière exemplaire. Vous pouvez aller vérifier. J'ai géré cette structure de manière alors exemplaire. Sur 3 ans, aucun arriéré de dette, aucune grève. On m'a proposé des choses. Nous vous remercions, Monsieur Kevin Lubila. Je pense que ça serait ouvrir encore une autre brèche. Ouais. Merci beaucoup pour votre temps que vous avez accordé à la Voix de l'Amérique ici à Washington pour échanger avec vous sur cette question sociale et économique en République démocratique du Congo. Nous allons vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup, Monsieur Volamba. Merci.